La guerre à Gaza est entrée dans son 4e mois et l'ONU craint une contagion au Liban. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, a déclaré samedi que le Liban ne devait pas être entraîné dans un conflit régional sur fond d'affrontements dans le sud du pays entre le Hezbollah libanais, allié du Hamas palestinien à Gaza, et l'armée israélienne. Josep Borrell a ajouté « J'envoie également ce message à Israël, personne ne sortira gagnant d'un conflit régional ». L'ONU a également alerté, la bande de Gaza est devenue un lieu de mort tout simplement inhabitable. Daniel, est-ce qu'on peut commencer par faire un point sur la situation, puis on parlera du procès qui s'ouvre à La Haye ce jeudi. Oui, mais le point sur la situation, je pense que des millions de gens à travers le monde s'en rendent compte tous les jours, parce que tous les jours, il y a des bombardements, des tirs de sniper, des enfants, des femmes, des hommes qui meurent dans des conditions absolument insupportables. On est bientôt au bas mot, parce que ce sont des chiffres dont tout le monde dit qu'ils sont sous-estimés, puisque les victimes qui sont sous les décombres, etc., n'ont pas encore toutes été retrouvées. Donc on est autour désormais de plus de 25 000, entre 25 000 et 30 morts, dont les 3/4 sont des femmes et des enfants. Donc une situation absolument inadmissible, une succession de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, un processus que les experts les plus sérieux sur le sujet caractérisent comme étant de l'épuration ethnique, qui est d'ailleurs assumée par un certain nombre de dirigeants politiques du gouvernement d'extrême droite israélien. Donc c'est absolument insupportable et il y a un traumatisme, je pense, général, sans même parler de ce que subissent au quotidien la population palestinienne, les effets que ça a aussi sur la société israélienne, où malgré tout, il y a aussi des mobilisations qui appellent au cessez-le-feu, y compris pour garantir la libération en vie des otages. Mais malgré tout, ce qu'on voit, ce que ça crée dans la société israélienne, je pense, a aussi un impact extrêmement dévastateur et mortifère pour cette société. Et puis sur le reste du monde, parce que aujourd'hui, ce qui est en jeu, et on va en parler sur le procès de La Haye, c'est la garantie de croire et de donner encore un sens à l'idée même d'une justice internationale, d'un droit international, d'un ordre international, au sens où on peut imaginer la coexistence de peuples, d'États, de nations qui respectent un minimum. Je dis même pas on ne parle même pas d'une utopie, d'une coopération, d'un socialisme. Non, le minimum de ce qui permet ne serait à notre société, à notre civilisation humaine de vivre et de coexister. Parce que je pense que vraiment ce qui s'est passé les derniers mois peut faire vraiment basculer l'ensemble de la planète et les répercussions au-delà de la région. Tu as parlé du Liban. Je rappelle que le Liban, c'est aussi un pays qui a connu une guerre civile extrêmement dure, douloureuse, meurtrière. Donc on parle aussi de la mise en danger de milliers de personnes, des populations libanaises, des populations réfugiées palestiniennes au Liban. Mais au-delà de cette région-là, je crois que c'est tout ce qui reste comme soutien d'équilibre du monde. C'est-à-dire que si le gouvernement d'extrême droite israélien peut faire ça, en fait, qu'est-ce qui empêche qui que ce soit d'autre comme dirigeants de faire absolument ce qu'ils veulent, en fait, en termes ne serait-ce que moraux, ou qui pourrait se permettre aujourd'hui de condamner quoi qu'il se passe d'aussi atroce, voire de plus, si on ne fait rien par rapport à ce qui se passe en Palestine aujourd'hui. Et on peut faire quelque chose, on peut faire beaucoup de choses. La France, l'Union européenne et la communauté internationale peuvent faire beaucoup de choses. Et je pense que c'est important de le dire. On n'est pas impuissant par rapport à cette situation. Il y a un choix politique, notamment des États-Unis d'Amérique là-dedans, qui en verront peut-être aussi les conséquences si la procédure à la Cour internationale de justice va jusqu'au bout. Et je pense que voilà, c'est là-dessus qu'il faut, au-delà du bilan, de dire voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Et c'est ce qu'il faut construire comme rapport de force ici en France pour que ça ait un impact aussi là-bas.
là-bas. Alors justement, l'Afrique du Sud a porté plainte donc le 29 décembre 2023 contre Israël pour génocide à Gaza auprès de la Cour internationale de justice, affirmant qu'Israël a commis, commet et risque de commettre des actes de génocide contre le peuple palestinien à Gaza. Elle a demandé à la Cour internationale de justice d'indiquer des mesures provisoires afin de protéger les droits des Palestiniens et des Palestiniens contre un préjudice supplémentaire grave et irréparable. Des dizaines d'experts de l'ONU ont qualifié la situation humanitaire à Gaza d'apocalyptique, mettant en garde contre un génocide en devenir, tout comme les centaines de spécialistes du droit international, dont les experts en génocide et des hauts responsables des droits humains de l'ONU. L'AFPS, l'association France-Palestine Solidarité, exhorte la France en tant qu'État partie à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide à soutenir de toute urgence la demande de mesures provisoires présentée par l'Afrique du Sud. Daniel, en quoi est-il nécessaire pour la France de se saisir des outils qu'offre le droit international pour endiguer la politique militaire dévastatrice de Tsahal ? D'abord, nous y sommes tenus puisque nous sommes signataires en tant que pays de cette convention. C'est une convention qui est signée par un grand nombre de pays et ce qui permet justement l'action, à la différence par exemple d'autres traités où soit les États-Unis, soit Israël n'en sont pas partis ou autres. Là, tout le monde est censé être tenu par cela. Et la France est tenue, et c'est d'ailleurs pour cela que l'Afrique du Sud, qui est signataire, a pris ses responsabilités. Donc c'est tout simplement une obligation. Sinon, en fait, que vaudrait la parole de la France ? Malheureusement, elle vaut de moins en moins, y compris après un premier mandat et le deuxième mandat là, de Macron, on s'en rend compte malheureusement. Mais voilà, c'est aussi pour que la voix de notre pays elle soit recrédibilisée un tant soit peu. Nous avons désormais la possibilité d'appuyer la démarche de l'Afrique du Sud et ça aurait un poids. D'autant que la France, pour un mois, va être... au niveau des instances internationales, diriger, entre guillemets, le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est un système de tourniquet, et donc on va avoir la possibilité d'impulser, d'appuyer, et du coup d'avoir d'autant plus d'écho en étant en responsabilité au niveau de l'ONU. Je voudrais insister sur à la fois la symbolique et les conséquences extrêmement importantes qui peuvent résulter de cette procédure. D'abord la symbolique, le fait que ce soit l'Afrique du Sud a une puissance africaine, mais aussi au niveau mondial, qui fait partie du bloc des BRICS, donc des pays qu'on disait émergents pendant très longtemps et qui constituent aujourd'hui, quand on regarde l'ensemble de ces pays, en fait, c'est la majorité de la population mondiale et une bonne partie des richesses et du poids international. Et donc, c'est aussi le pays qui a connu la colonisation, qui a connu l'esclavage et qui a connu l'apartheid et des luttes de libération nationale, une lutte de libération nationale extrêmement longue, extrêmement dure, extrêmement meurtrière, violente aussi. Je rappelle que jusqu'au début des années 2000, Nelson Mandela, qui est la figure érigée en héros, très, j'allais dire, aseptisé aujourd'hui, qui a passé les 3/4 de sa vie adulte en prison, était considéré comme un terroriste par la CIA, par les États-Unis d'Amérique. Il n'a été sorti de la liste des terroristes qu'au début des années 2000, alors que ça faisait déjà un certain nombre d'années qu'il était président de l'Afrique du Sud, etc. Et donc, c'est une lutte de libération nationale qui a créé aussi des mouvements de solidarité, voilà, où la fin de l'apartheid a été possible d'abord par la lutte des personnes concernées, mais aussi par la solidarité internationale. Et c'est aussi, je crois, en vertu de cette histoire-là, que l'Afrique du Sud, depuis très longtemps, est solidaire de la lutte du peuple palestinien. Et donc, c'est un signal extrêmement fort d'avoir engagé cette procédure. Et la procédure, je vous le fais vite, parce qu'il y a des experts bien plus calés qui vont expliquer ça et j'invite aussi à regarder les audiences puisque les audiences seront diffusées en direct jeudi et vendredi. Jeudi, c'est la plaidoirie de l'Afrique du Sud qui va expliquer sa requête au niveau de la Cour internationale de justice et vendredi, ce sera Israël qui répondra de ce point de vue. Donc ce sera en direct, c'est en anglais et en français. Donc nous, on organisera aussi un direct avec plusieurs autres députés du groupe. Donc c'est très important.
Parce que ça peut emporter des conséquences. Il y a eu déjà, alors en 2004, la Cour internationale de justice, qui est la principale instance judiciaire de l'ONU, qui est différente de la Cour pénale internationale, puisque c'est une autre juridiction, avait déjà en fait rendu un avis sur notamment le mur qui a été construit par Israël en Cisjordanie et la violation des droits du peuple palestinien à l'autodétermination. Ça n'a pas empêché malheureusement Israël de continuer sa politique de colonisation, mais ça a marqué aussi l'expression en fait d'une condamnation judiciaire, légale, et qui normalement devrait entraîner de la part des parties de la Convention de 1948, donc dont la France, un certain nombre de pays, le fait d'agir. Du coup, une fois que Israël a été condamné. Et donc, l'enjeu là, c'est que les juges puissent se prononcer et le dossier de l'Afrique du Sud est quand même assez conséquent, et y compris parce qu'on est quand même dans une situation où on a un risque génocidaire, voire un génocide pour ce que disent certains experts, qui a lieu en direct. En fait, c'est inédit dans l'histoire, et où on a les différents acteurs, notamment les responsables israéliens, mais aussi les soldats israéliens qui documentent en direct. Je ne sais pas si vous avez vu peut-être des vidéos de soldats qui se filment en train de faire exploser des maisons, etc. C'est littéralement des crimes, ce qu'on appelle des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, le fait de s'attaquer à des hôpitaux, etc., etc. Et donc, en fait, ils documentent en direct leurs propres, les allégations que porte l'Afrique du Sud. Bref, je le fais rapidement. C'est un dossier très long qui est très documenté, de 84 pages, en fait, où l'équipe de juristes qui porte cette requête de l'Afrique du Sud, donne des exemples concrets de toutes les caractéristiques qui constituent le crime de génocide, que ce soit la question du nombre de morts, l'utilisation d'un certain nombre d'armes, les types de secteurs d'infrastructures qui vont être ciblés, l'intentionnalité, parce que ça c'est aussi une dimension très forte, le fait qu'il y a beaucoup de déclarations de responsables israéliens qui disent littéralement qu'il faut écraser Gaza. Enfin voilà, là aussi, il documente littéralement tout ce qu'il y a à faire. Et donc, en vertu de cela, si les juges considèrent que la requête de l'Afrique du Sud est valable, une des mesures immédiate qui est demandée, parce que la procédure va prendre plus de temps, mais la mesure conservatoire qui doit s'imposer aux partis, c'est l'arrêt en fait des attaques militaires, et donc la possibilité que, au-delà des milliers de manifestants à travers le monde qui depuis des mois demandent le cessez-le-feu immédiat, comme nous l'avons fait nous très tôt ici en France, en fait la Cour internationale de justice puisse demander l'arrêt. Et je finis là-dessus parce que c'est aussi une des conséquences importantes. Ça veut aussi avoir comme implication que toutes les autres parties, les autres pays qui participent directement ou indirectement au bombardement, aux attaques militaires, vont être tenus responsables. Et donc notamment les États-Unis d'Amérique qui fournissent tout l'armement d'Israël. Et donc voilà, ça entraîne un certain nombre de conséquences. Ça veut dire que des parties civiles pourraient aussi se constituer parties civiles à partir du moment où cette décision de justice elle est prise, et faire des procès, en fait, des actions de groupe, etc. Donc ça a un certain nombre de conséquences assez importantes, et je pense que symboliquement, géopolitiquement, c'est une procédure extrêmement importante auquel il faut donner un maximum d'écho, parce que vous imaginez bien que ce n'est pas dans les médias qui font ici un travail d'autant plus déplorable quand on voit le prix que payent par exemple les journalistes et les médias en Palestine, plus d'une centaine de journalistes, pour l'essentiel palestiniens, mais aussi arabes, et quelques journalistes étrangers hors de la région payent aujourd'hui. C'est d'autant plus lamentable de voir quand il y a un traitement du sujet, le mauvais traitement qui est fait de cette situation. Donc, il faut y donner un maximum d'écho. D'ailleurs, pour soutenir la requête de l'Afrique du Sud contre Israël, vous pouvez écrire aux représentants de la France à l'ONU. Il y a des modèles qui sont disponibles sur le site france-palestine.org.